Bienvenue à cette conférence sur le thème de la profession de juriste d'entreprise organisée par l'association Média Droit et l'association française des juristes d'entreprise. Nous avons la chance d'accueillir aujourd'hui Madame Julie Vasseur, responsable juridique dans l'entreprise Cronenbourg, et Julie Faber, juriste d'entreprise CESPI. Donc dans un premier temps, elles vont présenter leur parcours, leur profession, leur quotidien, et il y aura un moment après de partage entre vous. Vous pouvez poser vos questions aux intervenantes et elles y répondront. Donc je leur laisse la parole et bonne conférence à vous. Un micro, carrément. Bonsoir à toutes et à tous. Bonsoir également. On va commencer par vous présenter. On se présentera après et n'hésitez pas, surtout après, le temps de questions-réponses est important parce qu'on est surtout là pour vous et pour qu'il y ait un échange. On n'est pas là pour faire une présentation en long, en large et en travers de ce qu'on est, de ce qu'on fait. On va quand même vous présenter rapidement la FJE. Je ne sais pas si vous connaissez, la FJE, c'est l'Association française des juristes d'entreprise. Que vous sachiez d'une qu'elle existe, ce qu'elle fait. Il y a des partenariats, la preuve, avec des associations étudiantes ou même certains masters qu'on convie parfois à nos réunions. Ça vous permet, vous, de mettre aussi un pied dans la vie active et de rentrer aussi en contact avec des juristes d'entreprise. Donc voilà, on a quelques petites slides sur la FJE. N'hésitez pas aussi, même pendant les présentations, à poser des questions. Et puis après, on reviendra plus à nos parcours et à notre quotidien. Alors, la FJE, un réseau en France, juste quelques chiffres, en gros, que vous ayez le tout. C'est la première organisation de juristes d'entreprise. Il y a 16 000 juristes en France, 1 300 entreprises, 4 300 adhérents à la FJE, dont 700 directeurs juridiques et, comme je vous disais, un partenariat aussi avec les universités, le DJCE en l'occurrence qu'on connaît bien et les écoles de droit. On a également 14 délégations régionales. Donc il faut savoir que par exemple, comme pour l'Alsace ici, il y a une délégation régionale où nous sommes 50 adhérents juristes. Donc c'est vrai que ça peut sembler faible, mais en réalité ça permet de tisser des réels liens parce qu'il faut savoir que le tissu économique en Alsace permet d'avoir certaines directions juridiques, mais également beaucoup de juristes qui sont stationnés en fait dans des petites structures, dans des PME, plutôt des grosses PME, et qui sont donc souvent tout seuls. Donc c'est vrai que la FJE, ça permet également de se rencontrer, d'échanger entre nous et de pouvoir balayer des sujets transverses. Il y a également un comité des jeunes juristes que je représente aujourd'hui. Nous sommes donc deux. Il y a plusieurs jeunes juristes dans la FJE, mais nous sommes deux dans le comité. Julie Grange, qui elle, est juriste chez Steelcase, et moi-même, donc. 27 administrateurs et plus de 200 rencontres par an. Donc on parlera peut-être après des rencontres qu'on fait. Alors l'international aussi, on sait qu'il existe des choses. Personnellement, et je crois que toi non plus, on n'est pas encore en contact avec la FJE internationale, mais il y a des échanges entre FJE France et FJE de plusieurs pays européens, ou même, vous voyez, des séminaires en Afrique. Et l'événement 2016, c'est qu'il y a cette fameuse rencontre des juristes d'entreprise du monde qui a lieu à Paris. Ce qui est plutôt intéressant, on pourra y venir aussi après, parce que on insistera peut-être un peu, si ça vous intéresse, sur le côté international, qui est quand même important pour les juristes aujourd'hui. Donc, ce qui permet aussi d'avoir des contacts avec des juristes un peu partout dans le monde et d'avoir des contacts sur des entreprises multinationales. Une profession en mutation. Alors, je vais balayer parce que c'est vrai que tout ce qui est écrit ne m'évoque pas forcément quelque chose, mais c'est vrai que c'est en mutation dans le sens où donc notamment la parité. Donc 46% des directeurs juridiques sont des femmes. Donc c'est quelque chose qui est vraiment à prendre en compte parce que quand on est directeur, ça veut dire que ça veut dire qu'on manage des gens et qu'on a un réel poids dans l'entreprise, dans le process, dans l'élaboration des stratégies. Business partner, gestionnaire de projet notamment, ça veut dire qu'on est juriste, mais également qu'on fait le lien avec toutes les données économiques et financières de l'entreprise. C'est-à-dire que quand on va établir en fait nos analyses juridiques dans le cadre de la société, il y a une multitude de variables à prendre en compte, et notamment la notion économique de l'entreprise et comment arriver à transformer en fait notre analyse pour la rendre bénéfique au mieux avec l'entreprise.
Et une profession en mutation, donc c'est pas forcément... Enfin, je fais lien par exemple avec la notion d'avocat d'entreprise, enfin juriste avocat d'entreprise, qui avait notamment été proposée dans la loi Macron, que la FJE avait beaucoup défendu, parce qu'elle permettait justement de préserver, enfin de bénéficier en fait de la confidentialité dans l'ensemble des échanges que les juristes ont avec les différents intervenants au sein de la société. Ça, j'en profite pour rebondir là-dessus, c'est important pour vous parce que parfois le métier de juriste d'entreprise n'est pas connu. On est salarié de l'entreprise, on y reviendra après si vous voulez, mais on est salarié de l'entreprise et nous n'avons pas le droit de représenter notre entreprise devant les tribunaux. D'accord ? Donc on travaille, toutes les directions juridiques en France travaillent avec des avocats et quand on parle de contentieux, quand il faut aller plaider, le juriste d'entreprise, il a beau connaître le dossier de A à Z, on ne plaide pas devant les tribunaux. Contrairement, par exemple, vous prenez la Suisse, où les juristes sont également avocats, ou plutôt les avocats peuvent exercer en entreprise et aller défendre les intérêts de leur entreprise devant les cours. Donc ça, c'est vraiment important, il faut l'avoir en tête. Si votre truc, c'est de plaider devant les tribunaux, le métier de juriste d'entreprise n'est pas fait pour vous. Et une offre de formation continue aussi. Alors, il y a ce qu'on appelle le campus annuel à FJE, où en fait, c'est toute une journée, ou même sur 2 jours, je crois, où vraiment beaucoup de sujets divers et variés, mais sur l'actualité juridique, vont être traités. Tous les membres, les adhérents de la FJE, y sont conviés. Et ce sont des formations avec des professionnels, que ce soit des professeurs en droit, des avocats, des juristes qui interviennent et qui traitent de plusieurs sujets. Les colloques et les conférences toute l'année. Alors c'est vrai que la FJE est beaucoup plus active, mais parce que plus de membres à Paris. Il y a souvent à Paris des petits déjeuners qui sont organisés sur un thème d'actualité, que ce soit dans un domaine du droit ou dans l'autre. En région, c'est un peu plus difficile, on est un peu moins nombreux, mais on a quand même, on vous en parlera après si vous avez des questions sur la FJE Alsace, on est quand même plutôt actif et on organise également ces colloques en partenariat avec des cabinets d'avocats, des sociétés qui nous reçoivent et avec qui on va aborder certains thèmes qu'on aura choisis par rapport aux actualités du moment. Il y a des ateliers carrière aussi. C'est important aussi, hein, c'est pas parce qu'on est dans une entreprise qu'on va y rester toute sa vie. Je crois savoir, et ça je suis vraiment très, très contente d'apprendre qu'aujourd'hui enfin il y a des gens qui font des choses pour vous former aux entretiens, pour vous former aux lettres de motivation, au CV, etc. C'est quelque chose, et pourtant je ne suis pas vieille, qui n'existait pas quand moi j'étais étudiante. Et je trouve ça vraiment très 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 important parce qu'un entretien réussi, c'est vraiment un bon point pour votre avenir professionnel. Et c'est quelque chose jusqu'à aujourd'hui ou récemment qui pour moi manquait un petit peu à l'université. Donc c'est quelque chose aussi après qu'il faut entretenir. Donc il y a ces fameux ateliers carrière où on discute un peu de quelles sont les opportunités pour un juriste d'entreprise d'évolution dans la société. Voilà en gros ce qu'on pouvait vous dire là-dessus. Et la déontologie du juriste d'entreprise, parce que nous aussi on a une déontologie. Non, ben c'est juste qu'il y a aussi, parce que alors on n'a pas tout le code de déontologie des avocats, comme je vous dis on n'est pas avocat, mais par contre justement comme on est juriste d'entreprise, qu'on peut être amené à rencontrer des salariés d'entreprises concurrentes, bah, il est important de savoir qu'il y a des choses qu'on peut se dire et puis il y a des sujets sur lesquels on ne peut pas échanger. Donc il est extrêmement important d'avoir connaissance de ce code de déontologie et de ne pas dire tout et n'importe quoi lors de ces rencontres à FJE avec nos homologues. Je rebondis sur ce que tu dis. Par exemple, notamment, il y a la notion de secret des affaires qui est quand même un des points quotidiens avec lesquels on doit faire face. Par exemple, même si aujourd'hui on est ici pour vous présenter notre parcours, comment on vit au quotidien notre emploi, c'est vrai qu'on ne va pas pouvoir en fait vous citer les affaires, les montants sur lesquels on peut être amené à négocier, nos clients actuels, les appels d'offres auxquels on est en train de répondre actuellement. C'est vrai qu'il faut toujours arriver à faire la part des choses et à vraiment distinguer le secret des affaires en soi et ce qui est également public et qui peut être communiqué. Et la FJE défend la profession, et ça je pense que tu en as parlé tout à l'heure, vraiment. Donc il y a ce fameux projet qui revient un peu toujours sur le tapis, où les juristes d'entreprise défendent ce projet très fortement, ce qui nous permettrait en effet de pouvoir exercer en tant qu'avocat dans une entreprise. Ça n'en est pas là parce que beaucoup d'avocats aussi sont contre. Nous, on a fait du lobbying,
mais on n'est pas entendu partout. Donc voilà, c'est un projet qui revient chaque année en fait, et que la FJE soutient et que les juristes soutiennent, mais qui aujourd'hui n'a pas vu le jour. Mais donc on a aussi cette action de lobbying envers les sociétés et en interne. Alors ça, je pense qu'on l'a également plus ou moins balayé. La confidentialité, j'en ai parlé au moment de la déontologie, mobilité. Là aussi, je reviens juste la mobilité des juristes à l'étranger, hyper important. Alors forcément, ça ne va pas toucher tout le monde, mais le côté international est quand même de plus en plus important. Pourquoi ? Parce que vous savez, toutes les sociétés n'ont pas de juristes. Souvent, les juristes d'entreprise, vous les retrouvez dans des sociétés qui sont quand même de taille soit moyenne, soit de grande taille. Aujourd'hui, beaucoup de sociétés sont rachetées ou font partie de grands groupes. Et je peux vous dire qu'aujourd'hui, on demande, alors je laisserai Julie, pas dans toutes les sociétés, ce serait mentir, mais qu'on demande dans beaucoup de sociétés quand même d'avoir au moins l'anglais. Alors on a la particularité ici d'être en Alsace, d'avoir l'allemand aussi qui est un plus, mais l'anglais, c'est peut-être un peu barbant. Enfin, moi j'étais à votre place, on me disait on avait des cours d'anglais, c'était très bien d'ailleurs. Non, mais je ne ferai pas de commentaires là-dessus, mais c'est quelque chose aussi, et c'est pas la fac de droit, hein, je suis pas là pour, mais où on pêche selon moi en France et dans les universités aussi. Alors peut-être que ça s'est amélioré et tant mieux, mais pour ceux qui sont intéressés par la carrière de juriste d'entreprise, ne négligez pas les langues et surtout pas l'anglais. Moi, je fais partie aujourd'hui de Cronenbourg. Cronenbourg, ça a été racheté par Carlsberg, qui est un groupe danois. 50% de mon job aujourd'hui, c'est en anglais, c'est avec le groupe Carlsberg, et il faut que je sois... Alors, on ne vous demande pas de parler l'anglais couramment du jour au lendemain, mais que vous soyez à l'aise et que tout doucement ça vienne, mais qu'il n'y ait pas un blocage, quoi. Donc, voilà. Ce n'est pas tous les profils, hein. Il y a encore des sociétés qui sont franco-françaises à qui on ne demande pas ça, mais je pense quand même pour le métier de juriste d'entreprise, comme tous les métiers aujourd'hui de beaucoup d'entreprises, c'est important. Et puis, oui, on est aussi... Vas-y, moi, je te laisse peut-être que tu... Oui, bon, alors, réforme du Code civil, bon, ça, à la rigueur, j'ai pas forcément de référence, mais c'est vrai que médiation, par exemple, c'est quelque chose, notamment dans mon entreprise, qu'on essaie de privilégier au mieux, parce que c'est vrai que, généralement, quand on passe par un recours contentieux, il y en a quand même pour de longues années. Donc, la médiation, ça permet souvent, de préserver, en fait, les relations commerciales, de faire des gains économiques, c'est quand même toujours ça de gagner, parce qu'on peut dans ce cas-là souvent se représenter, donc représenter l'entreprise, et donc on évite en fait des frais d'avocat, et également un règlement des litiges qui va être beaucoup plus rapide que dans le cadre des tribunaux dans le contentieux. Compliance, donc ça c'est en fait tout ce qui est élaboration des stratégies. Alors ça, gestion des risques et concurrence aussi. Vous avez de plus en plus en fait une politique compliance qui se met en... Et ça vient des États-Unis d'ailleurs, la compliance, donc quelque chose d'international, mais de grands groupes ont une stratégie compliance pour en fait être compliant aux normes avec tout ce qui est règles en concurrence. Donc on des chartes aussi en interne et on forme les juristes. C'est aussi un grand rôle. On en parlera tout à l'heure si vous voulez, mais de formation de nos clients. Nos clients, en fait, juristes, ce sont nos clients internes, ce sont les salariés de notre entreprise. Donc il y a un rôle de formation pour que la société soit compliant avec toute la réglementation en vigueur. Donc c'est un gros pavé aujourd'hui qui prend de plus en plus d'importance. À savoir notamment que les juristes sont généralement rattachés à des directions générales, bon ça on en parlera peut-être après, directions administratives et financières, et en fait le juriste en fait devient le réel vecteur en fait de la véhiculation en fait des idées de la direction générale, des stratégies qui sont élaborées et de l'ensemble en fait de la gestion des risques, comme tu pouvais le dire tout à l'heure Julie. Voilà. Sur la FJE. Ouais. Est-ce que vous avez des questions sur la FJE? C'est-à-dire que tout était très clair. Vous connaissiez déjà la FJE Non, on en parle ici ou pas du tout? Je me tourne vers vous du coup. Personnellement, je ne connaissais pas avant de travailler, donc c'est... Mais c'est pas anodin de vous en parler aujourd'hui, et n'hésitez pas non plus à rentrer en contact. On a ici, donc c'est Éric Croiset, qui est le président de la FJE, enfin de la délégation Alsace. Moi, je fais partie du bureau. On est quelques personnes avec lui à travailler sur tout ce qu'on vous a expliqué tout à l'heure. N'hésitez pas non plus à prendre contact si vous avez des questions. Je sais qu'on l'a fait, mais
parce qu'on connaît bien le DJCE pour soit nous avoir fait le DJCE, etc. Mais il n'y a pas que le DJCE. Donc il y a des partenariats qui se créent. Ça vous permet, vous, de rentrer un petit peu en contact avec des gens de la vie active. Et nous, on vous accueille volontiers, ou on crée des partenariats comme ça volontairement, parce qu'on pense que c'est très important dès vos années d'études d'être en contact avec la vraie vie, quoi, en fait. Hein. Donc voilà, ayez juste ça en tête, la FJE en Alsace, et si vous avez des questions, c'est Eric Croiset. Ou même moi, parce que du coup, jeune juriste, donc comité jeune juriste, donc je fais vraiment le lien en fait avec les, on va dire, juristes juniors, donc 3 ans d'expérience. Est-ce qu'on se présente du coup, ou tu veux... Ah non, non, mais donc vous n'avez pas de questions, n'hésitez pas vraiment, parce que je sais que c'est pas forcément facile. Oui. Enfin, si on est là, il faut aussi... moi, j'ai l'impression là de me retrouver face à un amphi et de faire un cours magistral. N'hésitez pas, il n'y a pas de questions stupides. Je pense que si vous avez fait l'effort de venir ici à 19h, c'est que vous êtes un minimum intéressé. N'hésitez pas à poser des questions. Ou alors, on vous oblige peut-être à assister à ce type de conférence. Je te laisse te présenter. Oui. D'une part, pour commencer, je vous remercie en tout cas d'être venu ici pour nous écouter. C'est vrai que moi, je me sens très proche de vous parce qu'il y a encore un an, j'étais étudiante. Donc, je n'ai vraiment qu'un an d'expérience professionnelle, entre guillemets. Donc, ce que je vous propose, c'est que je reviens un peu sur mon parcours et je vous dis un peu quelles sont les missions que j'ai aujourd'hui. Alors, je ne suis pas alsacienne, je viens de Rhône-Alpes, donc j'ai fait toutes mes études à la fac de droit de Lyon. Alors, une petite spécificité à Lyon, c'est qu'en fait, on peut spécialiser dès la 3e année de licence, soit en droit privé, soit en droit public. Alors, moi, j'ai choisi, en fait, le droit public. C'est vrai que généralement, il me semble qu'à Strasbourg, ce n'est pas le cas, hein, c'est licence générale, oui, voilà. Donc, en fait, droit privé, donc je pense qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui sont ici. C'est vrai que nous, c'était une grande majorité à Lyon, et on était un amphi de à peu près 90 personnes en droit public. À la suite de quoi, donc là j'ai fait un premier stage en fait, donc je permets de faire une petite parenthèse sur l'importance en fait vraiment de faire des stages tout au long de votre parcours étudiant. Même si vous avez l'impression sur le moment que c'est que 3 semaines, que vous n'avez pas d'émissions qui sont particulièrement intéressantes pendant les 3 semaines, vraiment je vous engage, ça fait toujours une ligne en plus sur le CV, mais en plus, même si sur le moment vous n'en avez pas l'impression, vous apprenez en fait énormément pour comprendre comment s'établissent en fait les rapports professionnels, savoir un peu comment marche une entreprise. Donc bon, moi en 3e année, personnellement, j'ai fait un stage dans un cabinet d'avocats, donc pas du tout en entreprise, et j'étais plutôt donc, dans un cabinet d'avocats en droit public et droit immobilier. Mon master 1, je l'ai fait en droit public des affaires, ça correspond aux anciens magistères. Qui n'existent plus maintenant. Les DJCE sont toujours tels quels et à Lyon en tout cas c'était le pendant en droit public. Donc on était une petite classe de 20, ce qui était vraiment très bien en fait pour une approche quotidienne. La plupart de nos profs étaient des professionnels en fait, généralement des avocats. On avait des juristes, on avait également des personnes qui travaillaient en collectivité territoriale. Donc par exemple la métropole de Lyon, le Conseil général du Rhône, etc. Donc, et ça permet en plus dans des petites structures comme ça, des petits structures comme ça, de se faire un très bon réseau. Parce que généralement, chaque promotion entraide les précédentes ou les suivantes. Je pense qu'en DJCE, c'est la même chose. Et c'est vraiment quelque chose qui est vraiment très bien. Au niveau des matières, donc, évidemment, droit public oblige, un peu de droit de la fonction publique, domanialité publique, mais également beaucoup de droit de la concurrence, les marchés publics, les contrats publics, délégation de services publics, contrats de partenariat pour ceux qui maîtrisent. À l'issue de mon Master 1, donc là, il y avait un stage obligatoire, mais dans tous les cas, j'en aurais également fait un, parce que c'est, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est quand même vraiment important. Ça valorise vraiment d'un point de vue personnel, mais également d'un point de vue professionnel. Et donc là, j'ai fait mon premier stage en entreprise dans le groupe Eiffage à Lyon. Donc là, j'étais chargée, on va dire, de tout ce qui est questions assurantielles, expertise, et également, on va dire, questions ponctuelles sur des sujets précis. Donc Master 2, toujours en droit public des affaires, avec globalement les mêmes matières que j'avais au Master 1, mais d'une manière un peu plus approfondie. Et à la suite de mon Master 2, j'ai également fait un stage juriste en entreprise. Donc là, mon premier stage, c'était quand même relativement bien passé.
J'avais vraiment eu en fait cette vocation parce que juriste d'entreprise, il y a une réelle proximité avec les opérationnels, j'en reviendrai tout à l'heure, les personnes qui sont sur le terrain. Et en même temps, on a beaucoup d'interlocuteurs au quotidien. On a le service, enfin, par exemple pour mon cas, il y a le service achat, donc qui va négocier toutes les commandes, donc tous les achats de l'entreprise, la comptabilité, donc ça c'est tous les décaissements, service marché, donc facturation. Bon, j'en reviendrai un petit peu tout à l'heure et si vous avez des questions, vous n'hésitez pas. Et je ne sais plus où j'en étais. J'étais à la fin de mon Master 2. Et donc là, j'ai fait un deuxième stage en entreprise qui était chez Dalkia. Donc c'est une filiale du groupe EDF. Et donc là, Dalkia, en fait, est en gestion de tout ce qui est réseau de chauffage urbain. Oui, bien sûr. Parce que c'est une bonne question, on aurait peut-être dû commencer par là. Si vous n'avez pas du tout de connaissance du métier de juriste d'entreprise, les domaines que va couvrir un juriste d'entreprise vont vraiment dépendre aussi de la taille de l'entreprise. Vous prenez une société comme Total, comme PSA, enfin des grosses sociétés multinationales, elles ont des services juridiques énormes qui sont très spécialisés, comme vous pouvez avoir des cabinets d'avocats très spécialisés, vous allez avoir... Et d'ailleurs, vous avez après en Master 2 et des JCE, j'en parle parce que c'est ce que je connais, mais des directeurs juridiques Total qui viennent, etc. Et c'est pas mal parce que ça vous explique. Total, par exemple, vous avez des gens qui vont faire que du fiscal, vous avez des juristes qui vont faire que du droit des sociétés, vous allez avoir des juristes qui vont faire que du droit du travail, et vous avez pour chaque département juridique 10, 15, 20 personnes. C'est énorme. Et après, vous avez des entreprises de taille plus moyenne, dont je pense on fait partie, où là on va rechercher des profils un peu plus généralistes. Donc je pense que toutes les deux, enfin toi dans le public, moi dans le privé, on a des profils qui sont plutôt plus généralistes et où là on va balayer le droit. Moi je suis en droit privé, donc droit des affaires, et ça va aussi bien du droit des contrats au droit de la distribution, concurrence, société, etc. Mais en fait, ce que vous allez faire dans une société, et si vraiment vous avez déjà des envies, si vous voulez être juriste fiscaliste et que vous ne voulez pas être avocat, il y a des grosses sociétés qui ont des départements juridiques qui font que du fiscal et qui recrutent des fiscalistes. Le souci, c'est que, comme je vous dis, c'est dans des grosses sociétés. Déjà, il faut être mobile, la plupart sont à Paris, et que sur des sociétés de taille plus normale, vous allez trouver des services juridiques avec 3, 4, 5, 6 juristes et qui sont un peu plus généralistes, sont là où on vous demandera un petit peu un champ de compétences plus élargi. Vous avez vraiment les deux types de juristes, plus généralistes ou des juristes spécialisés qui vont faire qu'une matière du droit, comme vous avez en fait chez les avocats. Voilà. Est-ce que tu avais encore... À la rigueur, je te laisse moi la présenter. Oui. Alors moi je me sens un peu moins proche, comme l'a dit de vous, mais je ne suis pas vieille, j'ai fait, alors du coup ce sera un peu moins, parce que c'est moins frais dans mon esprit, j'ai fait mes études, j'ai commencé en région parisienne et en fait j'ai fait du droit franco-allemand, donc je suis venue ici, je crois qu'il n'existe plus le magistère juriste franco-allemand, mais je dis peut-être une bêtise, il n'existe plus, donc paix à son âme, mais j'ai eu la chance de faire ce magistère juriste d'affaires franco-allemand et de finir par le DJCE, qui lui existe toujours, avec la même salle, parce qu'on vient de me dire que vous étiez toujours au même endroit, et les mêmes profs. Donc voilà, mais donc j'ai fait le DJCE à Strasbourg, et puis le DJCE, on le finit par un petit stage qui est obligatoire, ce qui est plutôt très bien. Je rejoins Julie sur la nécessité des stages, tellement bien que moi j'ai été embauchée par la société dans laquelle j'ai fait mon stage, qui était la société Steelcase, qui est une société américaine qui vend du mobilier de bureau. Donc voilà, profil plutôt juriste, comme je vous le disais, généraliste, droit privé, des JCE, droit privé, avec du droit fiscal. Alors ça, je le dis aussi parce que je pense que ça, c'est peut-être un peu plus proche pour vous. Le DJCE Strasbourg, je regarde toujours mon camarade là-bas parce qu'il le fait. Il y en a certainement peut-être ici qui font aussi des DJCE ou qui souhaiteraient le faire, mais il est à dominance fiscaliste, Donc on a beaucoup de très bons fiscalistes qui sortent du DJCE Strasbourg. Si vous êtes intéressé par le DJCE, et on va après, si vous voulez, parler des diplômes, il n'y a pas que le DJCE, d'accord ? Donc moi j'ai fait le DJCE, je vous dis là, si vous voulez devenir juriste d'entreprise, c'est un excellent diplôme, je ne vais pas vous dire l'inverse. Mais maintenant par contre j'en vois, parce que j'ai l'habitude de rencontrer des étudiants, je viens souvent, vous avez bientôt là les rencontres professionnelles qui se font sur une après-midi, auxquelles je participe régulièrement. Certains étudiants qui viennent me voir en panique et qui me disent « mais moi j'ai pas le dossier pour être accepté en DJCE, ou même si je l'ai, les places sont tellement chères, donc voilà, en gros je ferai rien de ma vie parce que j'aurai pas le DJCE ».
Ça n'est pas vrai. Le DJCE, je vous le confirme, est un diplôme qui est connu par les juristes d'entreprise, les responsables et les directeurs juridiques. Donc moi, forcément, si je vois un CV, si je cherche un juriste et que je vois DJCE, ça va me parler parce que je sais que c'est un diplôme de qualité qui forme de très bons juristes, mais il n'existe pas que le DJCE. Et il y a de très bons juristes qui font des Master 2 en droit privé ou en droit public qui sont autres que le DJCE. Je vous le dis parce que c'est souvent ce qu'on me dit. Donc voilà. Par contre, si vous avez envie de faire le DJCE et que vous avez le dossier et que votre candidature est retenue, c'est clair que c'est un excellent diplôme qui vous prépare à l'entreprise également. Hein. Donc voilà. Et dominance fiscale, mais moi je détestais le fiscal, hein, je vais être claire, je n'aimais pas du tout, j'ai ramé pendant 1 an, mais j'ai obtenu après un poste et je ne fais pas du tout de fiscal, j'en suis très heureuse. Par contre, ça m'a servi. Non, mais parce que je me rappelle des cours de DJCE ou des cours de compta à la fac, je ne sais plus si c'est en M1 ou en M2, où moi j'aimais pas du tout les chiffres, je galérais et je détestais. Sauf que c'est hyper utile, quoi. Parce que comme on vous l'a dit, on est après au cœur de l'entreprise. Si demain vous avez un rendez-vous avec le DAF qui vous parle un peu chiffres, finances, etc., et que vous captez rien, c'est quand même vachement bien de pouvoir se rappeler ces vieux cours de compta, d'avoir juste quelques notions. Donc ayez juste ça en tête, ouvrez un petit peu aussi votre esprit. Le juriste d'entreprise, il est au cœur de l'entreprise. C'est fini, hein, les juristes qui sont dans leur bureau à faire des notes avec les articles de droit, etc. Enfin, on est vraiment comme vous l'avez vu tout à l'heure, des business partners, quoi, hein. Donc on se doit de comprendre l'activité, de comprendre le business, de comprendre les enjeux économiques de notre société, de comprendre l'activité de notre société. Et on n'est pas... enfin, c'est fini, quoi, l'image du vieux juriste avec les vieux papiers, les vieilles notes et les vieux codes, quoi. Donc c'est une profession très dynamique. Voilà, donc ensuite, après 3 ans ou 4 ans chez Silkes, j'ai eu envie un petit peu d'évoluer et j'ai postulé chez Cronenbourg. Donc vous savez tous ce que fait Cronenbourg. Donc je vous invite à goûter nos merveilleux produits. Donc chez Cronenbourg, où je suis ravie, où je travaille dans un... En plus, non mais c'est vrai, c'est important aussi parce que l'entreprise vous permet aussi, je sais pas, moi j'ai connu des juristes qui avaient toujours rêvé de l'aviation, etc., et qui arrivent à rentrer dans des sociétés d'aviation à Toulouse, etc., des gens qui ont toujours rêvé de boire de la bière et qui finissent chez Cronenbourg. Non mais tout ça pour vous dire qu'on a, en tant que juriste d'entreprise, et ça je pense que c'est ça qui fait la différence avec la profession d'avocat, qui est une merveilleuse profession, mais je pense qu'on a un sentiment d'appartenance, on est salarié de l'entreprise, et donc quand on aime un domaine d'activité ou qu'on se sent bien dans une boîte, et on voit les dossiers de A à Z et on suit l'entreprise. Donc ça c'est plutôt intéressant. En l'occurrence, c'est vrai que la bière, c'est plutôt sympa, mais il y a plein d'autres domaines d'activité qui sont très sympas. Et donc je suis en charge de tout ce qui est droit commercial, droit des contrats, enfin droit des affaires en général, droit de la distribution. Donc pour que ça vous parle un petit peu, je négocie tous les gros contrats avec la grande distribution. Vous savez qu'il y a peut-être pas, mais je pense que vous en avez tous entendu parler, la guerre des prix entre les distributeurs, et donc des négociations qui sont très tendues entre les industriels et les clients. Ça fait partie des choses où c'est très très encadré par la loi. Et donc je suis chaque année, alors les négociations avec les clients se font entre novembre et février, donc c'est la grosse période où on est quotidiennement en lien avec nos commerciaux qui vont négocier dans les box de la grande distribution les contrats pour l'année à venir, et on est réellement impliqué dans les négos, hein. On est même convoqué également chez les clients pour avoir des discussions juridiques avec les juristes de Leclerc, Carrefour, etc. Donc c'est vraiment accompagner nos clients internes dans leurs négociations. Toute la partie achat aussi, quand on a des grosses machines industrielles, qu'on parle de gros montants, le juriste est aussi associé à la négociation. Tous les contrats internationaux aussi, parce que comme je vous disais, le groupe la société Cronenbourg appartient au groupe Carlsberg. Et donc je suis détachée pour 20% pour Carlsberg sur des contrats internationaux où on partage un peu nos expertises, etc., avec des pays qui font partie du groupe Carlsberg et qui n'ont peut-être pas de juriste localement ou un juriste qui n'est pas forcément spécialisé, etc. Donc voilà, il y a aussi toute cette partie internationale. Voilà. Je ne sais pas si vous avez... C'est un peu nos parcours. On a oublié certainement plein de choses. Ce que je vous propose, c'est vraiment poser des questions, parce qu'on ne se met peut-être pas à votre place. Oui. Au niveau international, comment vous faites pour comprendre le
devez vous occuper de ça. Ouais. Comment vous faites? Ouais. Vous n'allez pas tout connaître. Non, non, bien sûr. Alors après, on travaille avec les juristes. Ah, j'en ai perdu quelques-uns. Bonne soirée. Donc on va travailler après avec les juristes qui sont aussi locaux. Et si vous voulez, après, quand je dis international, c'est par exemple, nous, on a externalisé toute la fonction achat en Suisse. Donc c'est des gros contrats achats qui sont négociés en fait au niveau groupe, donc pour le groupe Carlsberg, et ça se fait en Suisse. Donc on sait que la majorité des contrats en fait sont soumis au droit suisse. On est formés en fait, tous les juristes qui travaillent sur les contrats, les gros contrats d'achat, on est formés par des gros cabinets d'avocats type Baker McKenzie, Ernst & Young, etc. sur les principaux enjeux des contrats internationaux. C'est quelque chose, il faut pas. Enfin, moi, j'avais pas un profil international à la base, quoi. Donc, c'est quelque chose qu'on acquiert aussi au fil du temps. Je vous dis, parler des langues, ayez un minimum d'intérêt, montrer que vous avez de l'intérêt, et puis après, on vous forme sur le terrain, quoi. Et on travaille aussi avec des cabinets d'avocats. Au niveau de votre choix subjectif de faire plutôt juriste d'entreprise plutôt qu'avocat, c'est dû à quoi? Au fait qu'il n'y a pas à plaider, ou est-ce que Non, moi ça non, parce que alors plaider, je pense pas, parce que, enfin moi pour ma part, c'est vrai que je suis quand même, enfin, il y a quand même un contact qui est quotidien. C'est vrai que je suis souvent amenée à défendre, bon pas du tout comme devant un tribunal, hein, je dis pas le contraire, mais à défendre quand même une position. Donc même si évidemment on n'est pas dans le cadre d'une plaidoirie, c'est pas ça non plus. Moi je dirais plutôt c'est sur comment je pourrais tourner ça, les objectifs sont pas les mêmes en fait. Parce que du coup, en tant que juriste, enfin après c'est mon point de vue, moi j'ai l'impression que, bon c'est pas dans le cadre, enfin on fait une grande, on défend un intérêt commun en fait, et en fait tout notre quotidien en fait est tourné vers cet intérêt commun. Parce que je vais prendre un exemple, par exemple l'avocat va nous défendre sur un cas concret, mais après il ne connaît pas forcément l'historique de la boîte, le travail quotidien, le cœur de métier. C'est vrai que je ne suis pas rentrée dans le détail, mais SPI est une entreprise du BTP spécialisée dans les travaux énergétiques travaux énergétiques et tout ce qui est ingénierie électrique. Donc c'est vrai que quand on va être par exemple représenté par un avocat, l'avocat ne va pas forcément comprendre l'intérêt de défendre telle ou telle chose vis-à-vis de la place qu'on occupe sur la place, enfin la place occupée sur d'un point de vue commercial sur le territoire, va pas forcément arriver à saisir qu'est-ce que nous, enfin, je sais pas comment on pourrait appeler ça, ce que l'entreprise souhaite davantage mettre en valeur. Et ensuite, c'est également une relation de proximité qui est entre entreprises au quotidien. C'est-à-dire que, donc, moi, c'est le cas en tout cas pour mon entreprise. La plupart tous les contrats en fait sont portés par des personnes qu'on appelle opérationnelles, donc soit des ingénieurs, soit des chargés d'affaires, qui en fait sont un petit peu comme des sortes de responsables d'entreprise, tout simplement, et ils gèrent en fait leur chantier dans les achats, la relation client, etc. Et en fait, le juriste a une fonction qu'on appelle support, c'est-à-dire qu'il va l'aider dans la prise des décisions pour être conforme au droit et ensuite arriver à valoriser souvent l'exécution du contrat. Par exemple, tout à l'heure, je parlais des travaux supplémentaires. Donc, comment arriver à jouer sur les notions juridiques pour ensuite arriver pour lui permettre en fait d'avoir des affaires bénéficiaires. Il y a également un contact notamment avec tout ce qui est QSE, sécurité, les achats. Et en fait, c'est une politique qui est menée quotidiennement, une stratégie qui est quotidienne et c'est c'est un quotidien. Vous êtes au centre, en fait, je la rejoindrai, je pense que contrairement au cabinet d'avocats, et moi c'est vraiment ce qui me plaît, on est au centre de l'entreprise, quoi. Et si on fait bien son job, et c'est là, je vous dirais, la différence entre un mauvais juriste et un bon juriste, il y a aussi des mauvais juristes, c'est quelqu'un qui va comprendre le business, quoi. Et c'est souvent la difficulté quand on sort des études, et c'est super bien là que vous ayez des gens, des intervenants qui soient des pros, etc., et qui vous amènent un petit peu vers la vie active. C'est qu'on a un peu encore des réflexes, comment on appelle ça là d'ailleurs, je ne sais même plus, que vous faites les cas pratiques, les fiches d'arrêt, ou après vous avez des commentaires d'arrêt, enfin tout ça. C'est très bien parce que ça sert et ça forme. Mais par contre, si vous voulez, si vous arrivez en entreprise, qu'on vous donne un cas pratique pour le coup, mais un vrai, et que vous rédigez un cas pratique comme on vous a appris à le rédiger à la fac,
vous êtes foutus, quoi. Enfin, il faut se mettre réellement à la... Non, mais il faut vraiment se mettre à la portée des gens à qui vous parlez. Alors, c'est très bien, il faut avoir des références. Je ne suis pas en train de dire que le droit ne sert à rien, il faut avoir des références juridiques. Il faut parfois faire quand même référence à un texte de loi, etc. Mais par contre, pour moi, le bon juriste, c'est vraiment quelqu'un qui va savoir expliquer le droit de manière très simple et défendre les intérêts de son entreprise auprès de tous les opérationnels. Et on travaille aussi bien avec l'acheteur pour négocier un contrat, etc., qu'avec le DG. Hein. On est quand même des sociétés, quand vous arrivez à un certain niveau, des professions qui sont aussi très exposées. Et si vous avez un bon directeur juridique, c'est un peu le bras droit du directeur général. Hein. Il n'y a pas de gros projet ou de gros contrat qui se fait sans le support de la direction juridique. Et c'est tout ça l'enjeu. Et quand vous avez réussi à créer ce lien de confiance, parce que parfois on peut dire ouais, le juriste, ça va me saouler, qu'est-ce qu'il va encore me dire, c'est un empêcheur de tourner en rond, il va me dire que j'ai pas le droit de faire ça parce que la loi l'interdit, etc. Notre but en tant que juriste, c'est de trouver des solutions. Donc certes, vous allez dire à vos opérationnels, ben, ça c'est pas légal, tu peux pas, mais par contre, je vais t'accompagner pour réussir à trouver une solution et ensemble, on va défendre les intérêts de l'entreprise et ce projet, on va le faire. À partir du moment où vous avez réussi à avoir leur confiance et qu'ils viennent vous voir en amont du projet et qui vous disent ben voilà, on a un super projet, on a besoin de toi sur telle et telle et telle problématique, là c'est gagné. Enfin, en tout cas moi c'est comme ça que je vois mon job et je me dis ben j'ai à peu près bien fait mon job et voilà, et je suis reconnue dans l'entreprise et c'est ça qui fait l'intérêt. Si vous êtes, on vient vous voir à chaque fois qu'il y a une merde, excusez-moi du terme, et que vous ne gérez que les contentieux, à moins que vous soyez là juriste contentieux, que vous aimiez ça et c'est votre job, mais de manière générale, un juriste généraliste, on aime aussi un petit peu avoir le rôle de conseil et être en amont des projets et être impliqué, quoi. Voilà, c'est ce que je trouve bien dans le job. Ouais. Ah, pardon. Non, j'avais... Mais allez-y. J'ai entendu dire que ce serait bénéfique de faire une école de commerce après le master 2. Je te laisse peut-être plus proche de... Alors, pour ma part, je pense que c'est quand même un petit peu plus compliqué, même si l'école de commerce permet justement cette... tu l'avais dit tout à l'heure, vulgarisation, mais ce n'est pas le terme approprié parce que ça a une petite connotation négative, mais arriver à faire peut-être mieux passer, en fait, véhiculer les idées, justement dans le rôle de conseil juridique. Après, à mon sens, même si, comme tu le disais Julie, on n'est pas là pour pondre des notes de 10 pages, il y a quand même une vraie valeur ajoutée qu'on doit apporter, et à mon sens, on peut l'acquérir que par les études de droit. C'est mon point de vue. Mais faire en plus, voilà. je pense. Mais voilà. On conseille, et oui, alors je ne vais pas vous dire si on voit des CV avec une école de commerce, alors on vous demandera de le justifier, que ça vous a apporté, etc. Mais je rejoins ce que je disais tout à l'heure sur les CV, les lettres de motivation, les entretiens. C'est quelque chose, par exemple, alors là maintenant ça évolue, mais où les étudiants en école de commerce sont beaucoup plus formés, tout simplement à se préparer à la vie professionnelle qu'on peut l'être en fac ou qu'on pouvait l'être. Hein. Désolée si... vous me direz, et moi je suis justement ouverte au débat là-dessus, mais donc en ça, sur la connaissance du business, sur ce qu'on vous disait tout à l'heure, vraiment être un business partner, etc., tout ça c'est une formation en effet qu'on va vous donner à l'école de commerce, et que si vous avez une formation de droit et en plus une formation d'école de commerce, c'est clair que c'est pour des grosses sociétés, c'est bien. Après, ça dépend vraiment de quel profil on recherche. Il y a des très bons profils qui sortent de fac de droit, qui n'ont pas fait d'école de commerce et qui sont de très bons juristes d'entreprise. C'est un plus. Ouais, je pense qu'en fait, tout dépend des missions en fait, qui nous seront confiées. Parce que c'est vrai que, par exemple, pour un juriste qui va avoir des missions uniquement, on va dire, tout ce qui est négociation, des éléments contractuels, enfin, vraiment des profils, on va dire... spécifique, dans ce cas-là, je pense qu'effectivement, il peut y avoir une vraie valeur ajoutée. Quand on dit école de commerce, c'est avoir un master encore en plus C'est ça, oui, je crois. Alors, ça, demander à vos... Non, mais parce que c'est souvent une année d'école de commerce, la dernière année. Des LLM ou ce genre de trucs. Pour les réseaux, pour avoir un réseau peut-être pour se faire facilement embaucher, etc. Je sais pas.
Oui, bon, je pense qu'il n'y a pas que ça, parce que si vous payez une école de commerce pour avoir un réseau, venez à la FJE. Non, mais c'est un bon point. Non, mais parce que c'est ça aussi, hein, l'école de commerce, il faut se le dire, c'est payant. Hein, donc les étudiants qui n'ont pas l'argent d'aller se payer une année d'école de commerce, c'est souvent une année que vous faites. Alors je pense que c'est la dernière année d'école de commerce que vous rejoignez avec une équivalence et qui vous permet d'avoir un diplôme d'école de commerce en plus. Mais vraiment, c'est un plus, mais encore une fois, c'est pas du tout requis par les entreprises. Du coup, j'ai oublié monsieur là-bas. Oui, je veux savoir, avec un DGCE, vous pouvez terminer juriste d'entreprise avec votre Master 2 comme un Master 2, je sais pas, en droit bancaire financier ou alors en compliance. C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Non, mais j'insiste. Moi, je prends quand je peux pas mal de stagiaires parce que je trouve ça vraiment très important. Je ne prends pas que des stagiaires des JCE. J'ai eu des stagiaires en bancaire et financier. Pourtant, ça peut paraître en effet bancaire et financier très spécialisé et pas s'adapter à l'entreprise. C'est pas le cas. Hein. Bancaire et financier, si vous regardez, ils ont beaucoup de cours en commun avec le DGCE. C'est un master aussi qui est de très grande qualité et vous pouvez devenir juriste d'entreprise quand vous avez fait un master droit bancaire. Au niveau du barreau, est-ce que ça peut être un atout, enfin, est-ce que c'est nécessaire ou pas? Parce que je sais qu'il y en a en plus. Vas-y, moi j'ai un avis très tranché là-dessus, mais qui est peut-être pas forcément, qui est assez subjectif. Alors, j'avais exactement la même position en fait que toi l'année dernière. Je me disais effectivement, passer le barreau, ça peut être un réel plus parce que d'une part, je me disais l'entreprise est assez contente parce qu'elle peut se dire j'ai embauché mon avocat, etc. Même si au final, comme on le disait, concrètement ça va servir à rien. Et ensuite, deuxième possibilité, c'est que ça valorisait ensuite mon CV. Honnêtement, après un an et l'observation du parcours qu'ont fait mes anciens camarades de classe, entre guillemets, je pense que c'est quelque chose qui est vraiment pas nécessaire. Enfin, si en tout cas tu veux être juriste en entreprise, passer le barreau n'est pas une condition indispensable. Faites-le, moi c'est ce que je dis aux stagiaires que j'ai qui se posent toujours la question parce qu'ils sont la dernière année d'études, est-ce que je passe le barreau ou pas? Faites-le si vous avez un doute. Voilà, si la profession de juriste d'entreprise vous tente mais que vous ne savez pas encore, etc., faites-le parce que c'est pas après qu'on le fera, même si à l'équivalence on peut en parler après, hein, vous pouvez avoir une passerelle après, rejoindre le métier d'avocat quand vous êtes juriste d'entreprise, mais vous ne le ferez plus 2-3 ans après, et voilà, donc faites-le tant que vous êtes dans les études si vous voulez le faire, et si vous avez un doute. Par contre, si vous savez, comme moi je savais en DGCE que je voulais rejoindre l'entreprise, ça ne sert pas. Donc voilà. Et du coup, j'en viens à un autre point auquel je pense, parce que j'ai déjà eu ça en entretien également, où on me dit oui, mais j'ai le barreau, c'est très bien, mais 50% de l'entretien, hein, quand on vous embauche, c'est de la personnalité. Hein. Donc moi, si vous avez le barreau, et que parce que vous avez le barreau, en plus vous me prenez de haut, non mais parce qu'il y en a comme ça qui sortent un peu avec les plom-plom et tout, c'est super bien machin, c'est vrai que les diplômes c'est très bien, mais il y a aussi surtout la personnalité, cette capacité, comme je vous disais, à comprendre le business, à rebondir, etc. Donc le barreau, c'est très bien, mais faites-le si vraiment vous avez un doute en entreprise, on ne vous le demandera pas aujourd'hui. Après, ce qui peut être également nécessaire, c'est s'inscrire à l'IEJ l'année du Master 2. Et à l'issue du Master 2, si effectivement on ne trouve pas d'emploi immédiatement, c'est de pouvoir bénéficier en fait, du statut étudiant et faire des stages. Je sais que ça n'a pas été mon cas, mais j'ai une de mes meilleures amies justement qui était avec moi en Master 2 l'année dernière, qui a travaillé à la SNCF en stage et qui s'est dit, qui a commencé à envoyer des CV, elle est arrivée à la fin de son stage, elle n'avait toujours pas trouvé d'emploi, elle a fait un deuxième stage donc dans un tribunal, dans le tribunal à Lyon, et du coup elle a pu valoriser à nouveau son CV et ensuite elle a trouvé un boulot comme ça. Donc ça, c'est une possibilité aussi. Ça te laisse aussi le temps, si tu es inscrit à l'UEJ et que tu changes d'avis au cours de l'année, de pouvoir passer le barreau en septembre prochain, voilà, l'année suivante, et à défaut de pouvoir faire des stages à l'issue de ton Master 2. Ça, c'est un compromis qui est à la rigueur envisageable aussi. Et c'est vrai qu'il ne faut pas non plus se décourager si on ne trouve pas de travail dans les semaines qui suivent, enfin les semaines immédiates qui suivent le Master 2. Ce n'est pas une fatalité, hein. On finit par trouver. À la rigueur, il faut être un petit peu mobile. Il y a beaucoup d'emplois à Paris pour les juniors, mais après, ça vient au fil des mois. Et dans l'année qui suit le Master 2, généralement, on arrive quand même à rebondir. Enfin, je parle d'une manière générale hein, pour mon Master, mais globalement, l'ensemble des étudiants qui étaient avec moi l'année dernière ont trouvé du travail. Comment se passe la transition du monde scolaire au monde professionnel en fait? Est-ce que du coup on a fait un truc de l'année où on est lâché avec ce sujet, on ne connaît pas du
du manager. Oui, c'est ça. Non, mais vas-y, c'est peut-être moins loin pour toi. J'ai eu la chance en fait d'avoir la passerelle stage. En fait, le stage, c'est quand même pas mal parce que même si sur le coup on s'en aperçoit pas, il y a quand même de nombreuses responsabilités qu'on n'a pas. C'est-à-dire qu'on on est rarement en contact direct avec les clients. La plupart des choses qu'on produit, qu'on réalise, ont quand même le visa de la personne qui nous a sous sa coupe durant le stage. En fait, la vie professionnelle, c'est quand même beaucoup plus difficile parce que du coup, c'est entre guillemets ta responsabilité à toi qui est en jeu. Et tu travailles vraiment, enfin, moi, c'est comme ça que je l'ai senti, c'est que j'avais l'impression de travailler beaucoup plus pour moi. Parce que bon, les horaires étaient un peu plus étendus au moment où j'ai été embauchée. Et ensuite, tu envisages en fait ta carrière, entre guillemets. Je ne dis pas que c'était également le cas en stage, mais après, tu regardes comment tu peux évoluer, toi, dans l'entreprise. Donc, il y avait quand même ça qui est... Enfin, moi, c'est vraiment la notion de responsabilité pour ma personne qui a été vraiment le plus difficile. Mais après, comme disait Julie, j'ai la chance d'avoir quand même un très bon manager et je pense que ça compte vraiment en fait pour les premiers postes. Parce que en fait, quand je ne suis pas sûre de quelque chose, je peux toujours lui poser une question, elle est toujours très ouverte et en fait, ça me met en confiance. Donc ça permet en fait de voir l'évolution et de savoir que si jamais... il n'y a pas de barrière insurmontable en tout cas. Non, et de manière générale, quand une entreprise elle recrute un juriste qui sort de l'école, enfin de la fac, on sait qu'on est juriste junior et qu'il faut être formé. Donc soit, moi c'était pareil, c'était un stage, mais même les juristes qu'on embauche, on sait quoi, mais il y a un intérêt aussi pour nous, c'est de les former aussi de A à Z. Et il y a de toute façon une période où le responsable sait qu'il va passer beaucoup de temps avec son juriste, mais il parie sur l'avenir. Donc non, vous ne faites pas de soucis. C'est quand même assez violent le passage. Non, mais c'est vrai, il ne faut pas se mentir. Il y a un énorme pont entre, on va dire quand même qu'il y a un pont parce qu'on y arrive, mais entre la vie étudiante et la vie professionnelle. Hein. Mais on y arrive, quoi. Si on a de la volonté, qu'on a la tête un peu bien faite, et qu'on se met aussi, qu'on prend, enfin je vous en parlais tout à l'heure, mais qu'on ne prend pas les gens de haut, quoi. Enfin, ça fait aussi du bien de se remettre un peu en question. Est-ce qu'il y a des points qu'on n'a pas rémunéré. Alors, je m'attendais à la question parce qu'on me la pose tout le temps. Je suis étonnée que vous ne l'ayez pas posée avant. On est riche. Oui, c'est une profession qui est... Non, mais alors vous êtes cadre. Déjà, en principe, le juriste, il commence dans une société en tant que cadre. Hein, donc, vous êtes plutôt autonome et vous êtes payé. Bah, après, ça va dépendre des sociétés, mais je ne veux pas dire de bêtises. On commence, je ne sais pas, je ne sais plus. Je ne veux pas qu'elle vous donne son salaire, je ne vous donnerai pas le mien non plus, mais on s'attendait à la question. On vous renvoie sur le site de la FJE où il y a Julie. Il y a la grille de rémunération des salaires. C'est une profession qui est bien payée. Après, c'est comme tout, mais vous savez, il y a beaucoup d'avocats qui vont commencer pas bien payés du tout. Donc le juriste, c'est pareil, ça va dépendre de l'entreprise quand il va commencer sa carrière. Mais après, c'est une profession qui, si vous évoluez dans l'entreprise ou dans d'autres entreprises, c'est comme tout, faut changer. Souvent, quand on change d'entreprise, on fait un gap important en termes de salaire. Ça, c'est clair, quand vous êtes dans des entreprises. Donc voilà, mais oui, c'est une profession qui paye plutôt bien et on vous renvoie là au... Je vais donner la petite fourchette, enfin c'est une moyenne en fait, c'est pas une fourchette. Alors par exemple, les hommes moins de 30 ans commencent en moyenne à 34 KE, donc ça fait à peu près du 1900-2000 net, plutôt 2000 net. Et les femmes 36, donc ça fait plutôt du 2100 net, moins de 30 ans. Donc les femmes gagnent mieux quand elles commencent. Par contre, elles perdent au change parce que voilà, elles font des enfants. Donc généralement, elles sont peut-être un peu moins managers. Donc du coup, quand on est manager, évidemment, on gagne plus. Donc par exemple, je donne une autre fourchette, entre 30 et 35 ans, les hommes gagnent en moyenne 51 KE et les femmes 48. Donc du coup, voilà, ça donne une estimation. Elle date de 2008 et à mon avis, c'était basé sur... Combien d'expérience alors là, c'est pas précisé l'expérience par contre. Généralement, on va dire 10 ans d'expérience. Ouais, ça dépend des boîtes. Voilà, donc sur cette question de la rémunération, vous ne voulez tous plus être juristes d'entreprise. Donc on vous remercie. Non, mais c'est une fourchette. Vraiment, allez voir, mais oui, comme un cadre. Est-ce que vous avez... Il n'y a plus de questions. Attendez, avant que tout le monde... Parce que si vous avez tous fini, on se lève tous ensemble.
part de ce que vous avez appris à l'université dans le travail. Quand vous avez Si, mais si. C'est difficile la part. Alors, il y a quand même une part qui est quand même très... alors, en dehors du cadre juridique, il y a quand même vraiment une façon d'être, en fait, qui est quand même le quotidien. Donc ça, on peut l'apprendre, enfin, même si c'est pas forcément ta question, il y a quand même vraiment une phase comportement qui, à mon avis, représente quand même 50% du job. Hein, ça, faut en être conscient. Et ensuite, au niveau du travail, je dirais 50%. Parce qu'il y a de nombreuses matières que j'apprends aujourd'hui que je n'avais pas forcément avant. Mais par contre, il y a quand même 50% des connaissances que j'ai appris, que j'exploite aujourd'hui. Non, mais Ouais. est-ce qu'il ne faut pas, du coup, vous fassiez le procès inverse? Tout ce que vous apprenez, enfin pas tout, mais voilà. beaucoup de ce que vous apprenez à la fac est utile. Ce qu'on vous dit juste, c'est que vous avez beau avoir la tête super bien faite et que vous avez beau avoir plein de connaissances en droit, si vous n'arrivez pas à adapter ces connaissances à la vie professionnelle, à la vie de votre entreprise, à l'activité et aux gens avec qui vous avez travaillé, c'est pas gagné. Voilà, c'est tout ce qu'on... Mais par contre, bien sûr que tout ce qu'on apprend à la fac, heureusement, quoi, nous sert parce que la connaissance juridique, elle vient d'ici. Même si après, il faut actualiser, etc., parce que le droit évolue. Mais tout ce qu'on fait ici, et ceux qui sont intéressés, c'est vrai, le DJCE, c'est quand même le diplôme pour la profession de juriste d'entreprise. Moi, c'est vraiment l'année où j'ai le plus appris, quoi, hein. Donc, on bosse quand même pas mal, même si on s'amuse beaucoup. Mais tous ces projets, justement, avec de la compta, enfin, des affaires qu'on va monter de A à Z, où on se fait vraiment challenger. La prise de parole en public, hein. Il faut apprendre à prendre la parole en public. Enfin, le juriste... Alors après, ça se travaille. Si vous êtes de nature timide, etc., ça se travaille. Mais vous êtes quand même très exposé. Donc pour ça, les diplômes aujourd'hui aussi, c'est pour ça qu'on parlait de l'école de commerce tout à l'heure, vous êtes plus exposé en école de commerce, mais quand même la fac s'y met aussi. Apprenez à prendre la parole en public, à être clair dans vos explications. C'est quand même très important parce que c'est sûr que par contre, en tant que juriste, on est exposé. Si le directeur commercial, enfin moi ça m'arrive tous les jours, appelle parce qu'il y a une urgence, il y a tel problème, etc., il faut savoir répondre très rapidement, il faut savoir être clair. Et ça ne lui ira pas si je lui dis attends 2 secondes, je vérifie dans le code de commerce et je te rappelle. Donc il faut quand même avoir une certaine aisance, une confiance en soi, mais tout ça, ça se développe. Mais quand même, pensez-y, si vous êtes de nature très introvertie, etc., essayez de faire des choses pour aller de l'avant, parce qu'on est exposé, ça c'est sûr. Oui. S'il y a la possibilité de se spécialiser durant la carrière, par exemple, commencer d'une manière très générale pour après inspirer une entreprise. Ouais, moi par exemple, je prendrais l'exemple parce que ça vous parle bien sur Cronenbourg. On a toute une partie propriété intellectuelle qui est super importante. Et donc on a le directeur juridique, mais en l'occurrence là il y a un CDD qui va travailler, elle ne fait que ça quoi, sur de la propriété intellectuelle, les pubs, vous savez on a la loi E20 sur l'alcool en France, dès qu'on fait de la pub, toutes les pubs Cronenbourg, 1664, Grimbergen que vous voyez partout, tout ça elle passe par la direction juridique, et donc là on a une personne qui ne fait que ça, mais c'est un job super intéressant parce qu'aujourd'hui avec les médias aussi, Facebook, vous voyez tout ça, on peut faire des choses, mais c'est hyper réglementé, et donc là on a besoin de quelqu'un qui soit spécialisé là-dessus. Donc après vous pouvez trouver des voies, comme je vous disais tout à l'heure, dans les grosses boîtes, vous avez des juristes fiscalistes, vous avez aussi des juristes qui font toutes les... Parce que je sais que ça c'est quelque chose qui peut aussi vous intéresser, droit des sociétés, il y a des juristes qui font que du droit des sociétés, tous les montages, fusions, acquisitions, etc., qui vont travailler certes avec des gros cabinets d'avocats quand c'est vraiment des opérations énormes, mais vous avez des juristes spécialisés en droit des sociétés. Droit du travail, on n'a pas parlé du droit du travail, c'est assez spécial. Il n'est pas toujours dans les directions juridiques, il est souvent rattaché à la RH. Mais le juriste en droit du travail, c'est un vrai métier aussi en entreprise et dont on a heureusement et malheureusement beaucoup besoin en ce moment, quoi. Concernant le droit immobilier, là peut-être toi plus construction, immobilier, tout ça. Du coup immobilier, donc nous on a donc c'est un peu comme les RH comme tu le disais Julie, on a une personne en fait qui est dédiée à tout ce qui est négociation, baux immobilier, achat, location, etc. pour l'ensemble de la filiale de SPI. Donc on a une personne qui est vraiment dédiée pour ça. Et on a également, donc ça c'est au siège de SPI à Cergy, une personne qui est également dédiée uniquement au droit immobilier.
Donc c'est pour ça que moi, dans mon quotidien, je vois rarement honnêtement des cas avec du droit immobilier, sauf quand justement on me met en fait entre guillemets dans la boucle pour éventuellement apporter une valeur ajoutée, mais c'est pas mon quotidien. Donc effectivement, il y a une personne qui est spécialisée en droit immobilier. Vous êtes fatigué. Vous avez parlé d'évolution, je voulais savoir est-ce que c'est au niveau de l'entreprise sur les postes ou est-ce que c'est plutôt dans la spécialisation des évolutions qu'on les trouve? Les deux. Les deux, vous pouvez après évoluer en vous spécialisant dans une matière. Mais après, si vous avez des souhaits d'évolution, c'est un peu comme toute profession, sauf que le souci qu'on a parfois dans les directions juridiques, c'est que les évolutions, elles sont un peu limitées parce que il y a 2 ou 3 juristes, un directeur juridique. En gros, si on ne prend pas la place du directeur juridique, c'est plus difficile parce que de la fonction. Mais quand vous avez un grand nombre de juristes, vous pouvez évoluer. Voilà, c'est ça, hein, c'est juriste, souvent responsable juridique, et puis vous finissez directeur juridique. Et tout ça, c'est soit en changeant d'entreprise, mais ça peut être aussi au sein d'une entreprise quand on vous a formé et que vous connaissez bien l'entreprise, bien les problématiques, et qu'à un moment, en termes de maturité professionnelle, vous êtes prêt, quoi. On va vous demander d'être là dans des décisions stratégiques, on va vous demander de mener des projets, et voilà, ça va être aussi, en termes de personnalité et de maturation, il y a des âges où on se sent prêt à franchir le cap, quoi. C'est bon. Est-ce qu'on a... N'hésitez pas, est-ce que, vraiment, vous avez l'impression, j'espère, c'est le but, parce que sinon on n'a pas rempli notre mission, et vous êtes venus pour rien, d'avoir appris quand même un peu des choses sur le métier, ou pas du tout, ouais. Ouais. Pardon. Non, il y a pas mal de juristes qui sont à l'étranger. J'ai pas entendu, pardon. Est-ce qu'on peut exercer en tant que juriste à l'étranger ou pas? Oui, alors après, vous pouvez... déjà, alors ça, après, il faut plus savoir... Hein, pour commencer, je pense que le diplôme international va faciliter quand même une embauche à l'étranger, c'est-à-dire que vous avez quand même une formation en droit international. Mais après, vous avez aussi des sociétés françaises qui sont implantées à l'étranger, qui cherchent des juristes droit français. Et puis après, vous avez aussi des gens qui vont commencer, c'est mon cas. Moi, j'ai commencé franco-français. Alors après, j'étais dans une société américaine, j'ai dû travailler avec les États-Unis, etc. Ça m'avait toujours plu. Je suis revenue chez Cronenbourg. J'ai renoncé un peu à la partie internationale, mais tout en me disant Carlsberg, voilà. Et j'ai montré cet intérêt-là à mon entreprise. J'ai travaillé un moment en partie sur la Suisse. Il y a peut-être des opportunités pour moi au Danemark. Enfin voilà, on se positionne après aussi à l'international. Et si vous avez un profil international et que ça vous intéresse, oui, il peut y avoir des projets au sein d'une entreprise où on vous envoie pour des missions à l'étranger, quoi. Mais oui, il y a beaucoup de juristes d'entreprise à l'étranger, dans des sociétés françaises ou internationales, quoi. Par exemple, pour faire la promotion de ma boîte, donc du coup, c'est effectivement une entreprise française et on a de nombreuses filiales en fait à l'étranger. Angleterre, Allemagne, Pays-Bas et Émirats arabes. Et donc à chaque fois, vu que c'est des filiales autonomes comme celle qui est à Strasbourg, à chaque fois il y a un service juridique, effectivement, où il y a plusieurs juristes qui, dans ce cas-là, évidemment, sont très polyvalents, ont fait du droit international, sont évidemment bilingues à minima anglais, et sont généralement des personnes françaises qui ensuite se sont exportées à l'étranger. Il y a de l'avenir. Non mais c'est vrai, en plus sans rire, c'est un métier quand même d'avenir parce que vous le savez, le droit c'est de plus en plus complexe et il y a pas mal de sociétés qui se rendent compte aujourd'hui que si elles n'ont pas un juriste, qu'il vaut mieux, vraiment c'est le calcul que font même les petites entreprises. Est-ce que je fais appel à un avocat à chaque fois que j'ai un vrai souci juridique ou un vrai projet avec des implications légales, ou est-ce que je ferais pas mieux d'embaucher un juriste en interne? Donc il y a quand même pas mal de création de postes dans les entreprises. Ouais. J'ai l'impression que ça pose la question de fusion des métiers de juriste d'entreprise avec les avocats. Oui, c'est ce qu'on vous disait tout à l'heure. Pour exercer les tâches. Oui. Alors, je ne pense pas que ce soit une obligation. Vous pourrez toujours être juriste d'entreprise sans avoir le barreau.
Par contre, là, ça aura un réel intérêt pour les sociétés, c'est-à-dire que les juristes qu'elles embaucheront, enfin les juristes avocats qu'elles embaucheront pourront aller plaider devant les tribunaux. Mais je ne pense pas que ça veut dire que demain, toutes les sociétés ne rechercheront que des juristes avocats, dans le sens où il y a un juriste qui est spécialisé dans le contentieux, et puis il y a tout le rôle de conseil qu'un juriste peut parfaitement mener. Et comme je vous dis, ça fait des années qu'on en parle, cette réforme, elle n'est jamais passée. Donc, vous avez juste une passerelle, ça, ayez-le en tête pour ceux qui se dirigeraient vers la profession de juriste d'entreprise, qui se rendraient compte que ça n'est plus leur truc, ou qui ont tout simplement envie de changer et de rejoindre la profession d'avocat. Au bout de 7 ou 8 ans, je ne sais jamais. 8 ans d'exercice dans une profession de juriste. Alors il faut quand même réussir à montrer qu'il y a eu une certaine cohérence dans votre parcours et que vous êtes resté juriste, que vous avez touché à toutes les matières juridiques dans votre entreprise ou dans d'autres entreprises. Vous pouvez alors changer d'entreprise. Mais au bout de 8 ans, vous avez la possibilité de passer au barreau. C'est pas l'examen que vous connaissez classique, c'est quand même beaucoup plus facile entre guillemets, c'est une espèce de reconnaissance des acquis, et vous avez un grand oral, on va dire, pour voir si vous pouvez rejoindre la profession d'avocat. Mais donc il y a cette passerelle en tant que juriste après 8 ans d'expérience. Ça va vite, hein. Oui. Regardez, moi j'étais comme de 8 ans et je pourrais être avocat aujourd'hui. Vous avez tous envie d'aller dîner, vous avez bien raison de vous faire la fête. Je me dis, pour que vous soyez autant dans la salle, il y a peut-être une fête d'organiser juste après, non? Non? Même pas, il y a soirée étudiant ou un truc... On vous remercie et puis bonne soirée à tous.